Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans laquelle nous allons étudier le cours qui a pour titre « Brève histoire de la linguistique de l'Antiquité à Ferdinand de Saussure ». L'histoire de la linguistique avant Saussure s'étend sur près de 25 siècles de réflexion hétéroclite, qui remonte jusqu'au 7e siècle avant Jésus-Christ. Une réflexion sans aucune continuité. Et avec des contenus disparates. Et des savoirs non exploités et non cumulatifs. Appelée depuis la grammaire traditionnelle. La grammaire traditionnelle, dans les langues européennes, remonte à la Grèce antique, 5e siècle avant Jésus-Christ. Pour les Grecs, la grammaire a dès le début fait partie de la philosophie. C'est-à-dire de l'étude générale de l'univers et des institutions sociales. Le questionnement qui a dominé l'Antiquité, à propos du langage, est la question de l'origine des institutions humaines et notamment les langues. D'où viennent les langues humaines? Sont-elles le produit de la nature simple et éternelle? Ou sont-elles le résultat de la convention, c'est-à-dire d'un accord passé entre les hommes? Voici les principaux courants présentés par simple enchaînement chronologique sans rapport de causalité. 1. Nature et convention. Pour les philosophes grecs, si une institution était régie par la nature, cela signifiait qu'elle tenait son origine des principes de la nature éternelle, existant en dehors de l'homme, et que par conséquent, elle aussi était éternelle et indestructible. Et si une institution était conventionnelle, cela impliquait qu'elle n'était que le résultat de la coutume et de la tradition, donc d'un accord tacite ou d'un contrat social entre les membres d'une communauté, contrat qui étant posé par les hommes, pouvait être rompu par les hommes. En ce qui concerne la langue, cette distinction entre nature et convention portait surtout sur la question de savoir s'il existait ou non un rapport obligé entre la forme d'un mot et sa signification. Les partisans extrêmes de l'école naturaliste comme Cratyle, dont Platon rapporte les conceptions dans le dialogue qui porte ce nom, soutiennent que tous les mots correspondent effectivement, de façon naturelle, aux objets qu'ils signifient. Sans doute est-ce là, disent les naturalistes, une position dont l'homme du peuple ne constate pas toujours l'évidence, mais dont le philosophe, qui est capable de dégager la véritable nature cachée, sous l'apparence des choses, est à même d'établir la vérité. Et cette vérité se cache dans la recherche de l'origine de chaque chose, la recherche systématique de l'origine des mots, a donné lieu à une nouvelle science, l'étymologie. Établir l'origine d'un mot et, donc son vrai sens, c'est révéler une des vérités de la nature. C'est ainsi que les tenants de cette conception se mettent à chercher dans la langue les mots dont la forme présente une ressemblance avec son sens, et qui sont appelés en grammaire, des onomatopées. La seconde tentative est l'étude de ce qui est appelé le symbolisme phonétique. Par exemple, le L est considéré comme liquide, parce qu'il se retrouve dans des mots comme couler, liquide, etc. Après avoir exploité à fond l'onomatopée et le symbolisme phonétique, les étymologistes grecs avaient encore bien des mots à expliquer. Ils cherchent alors d'autres pistes d'analyse. C'est ainsi qu'ils étudient l'extension du sens et la dérivation dans la formation des mots, sans arriver toutefois à expliquer tous les mots de la langue. 2. Analogistes et anomalistes. La querelle entre naturalistes et conventionnalistes devait se prolonger pendant des siècles, se référant à toute discussion sur l'origine des langues. Et sur le rapport nécessaire ou non entre les mots et leur sens. Elle a joué un rôle fructueux dans l'évolution de la théorie grammaticale, en ce sens qu'elle a suscité des recherches étymologiques et attiré l'attention des savants sur le classement des relations entre les mots. Elle a placé l'étude de la grammaire dans le cadre de la philosophie générale, ce qui a eu des effets parfois bénéfiques, parfois regrettables, sur l'évolution ultérieure de la linguistique. Pour des raisons peu connues, la querelle entre naturalistes et conventionnalistes s'est transformée, à partir du IIe siècle avant Jésus-Christ, en une controverse sur le degré de régularité de la langue. S'il y a en effet en grec,
Comme dans toutes les langues, de nombreux exemples de schèmes linguistiques réguliers, il existe aussi un grand nombre d'exceptions, ou schèmes linguistiques non réguliers. Comme exemple de schème régulier du français, on peut citer le schème du pluriel, l'ajout du « s » à la forme du singulier pour former le pluriel. Garçon, garçon avec s, fille, fille avec s. Comme exemple de schème linguistique non régulier toujours en français, nous pouvons citer le pluriel en a, u, x, cheval, chevaux. C'est de ce type de régularité linguistique qu'ont discuté les deux grandes écoles fondatrices de la grammaire traditionnelle, les stoïciens et les alexandrins. En grec on désignait ce type de régularité et d'irrégularité sous le nom d'analogie et d'anomalie. Ceux qui soutenaient que la langue est fondamentalement systématique et régulière étaient les analogistes et leurs adversaires étaient les anomalistes. Les anomalistes ne niaient pas l'existence de régularité dans la formation des mots d'une langue, mais ils insistaient sur le nombre d'irrégularités dont le raisonnement analogique ne rendait pas compte. L'histoire de cette controverse est loin d'avoir été totalement élucidée. Quoi qu'il en soit, et quelles qu'aient été leurs affirmations théoriques, analogistes et anomalistes admettaient certaines régularités de la langue, et tous ont contribué à systématiser la grammaire. Ce sont les stoïciens, en Grèce, réputés anomalistes qui ont posé les jalons de la grammaire traditionnelle par leurs études étymologiques. Et ce sont les alexandrins, analogistes, à Alexandrie en Égypte, qui ont développé leurs travaux. Les divergences entre les stoïciens et les alexandrins résultaient pour une grande part d'une différence de point de vue. Les stoïciens s'intéressaient surtout aux problèmes philosophiques de l'origine de la langue, les alexandrins étudiaient les textes littéraires anciens. Et quand ils n'avaient pas de données sur ce qu'était l'usage, ils faisaient appel à l'analogie pour combler leurs lacunes. Les alexandrins et la philologie. Grâce à l'établissement, au début du IIIe siècle avant Jésus-Christ, de la grande bibliothèque d'Alexandrie, Égypte, cette colonie grecque est devenue un centre actif de recherche littéraire et linguistique. Les textes des ouvrages, écrits par des auteurs d'époques antérieures, surtout les manuscrits des poèmes, étaient déjà très corrompus. En comparant les divers manuscrits d'un même ouvrage, les savants alexandrins des IIIe et IIe siècles avant Jésus-Christ ont cherché à rétablir le texte original et à distinguer les textes authentiques des textes non authentiques. La langue des textes classiques, différent à beaucoup d'égards du grec qui leur était contemporain, les alexandrins prirent l'habitude de publier des commentaires et des traités de grammaire pour faciliter la lecture des premiers poètes grecs. L'admiration qu'éprouvaient les lecteurs devant les chefs-d'œuvre du passé a contribué à faire croire que la langue même de cette littérature vieille de 2 siècles était plus pure et plus correcte que le parler quotidien d'Alexandrie et des autres centres hellénistiques. Les ouvrages de grammaire que les savants rédigeaient à cette époque ont eu un double projet. D'une part, établir et expliquer la langue des auteurs classiques et, d'autre part, protéger le grec de la corruption des ignorants et des illettrés. La grammaire grecque. Examinons maintenant quelques-unes des caractéristiques principales de l'analyse grammaticale que les Grecs ont fait de leur propre langue. Le commun des mortels pourrait penser que les différentes catégories grammaticales connues dans les descriptions traditionnelles du grec s'imposaient d'elles-mêmes et immédiatement à toute personne qui analysait cette langue. Mais la vérité est tout autre. Les catégories, aujourd'hui reconnues dans les grammaires scolaires du grec, étaient si peu évidentes pour les grammairiens, que leur établissement a exigé près de 6 siècles, du IVe siècle avant Jésus-Christ, jusqu'au IIe siècle de notre ère. Pour analyser et classer la langue en catégories, Platon établit les catégories des noms et des verbes, il définissait ces catégories en termes logiques. Aristote a conservé l'analyse de Platon, mais lui a ajouté une autre catégorie, les conjonctions. Il désignait ainsi tous les mots qui n'entraient pas dans les catégories des noms et des verbes.
Une autre catégorie à signaler, Aristote a introduit la notion de temps pour le verbe, le présent et le passé. Mais la version finale de la grammaire grecque, telle qu'elle est connue aujourd'hui, n'est pas le résultat de l'effort des philosophes grecs connus, comme Platon et Aristote, mais verra le jour bien plus tard. Parmi les différentes écoles de philosophie grecque, ce sont les stoïciens qui se sont le plus intéressés aux problèmes linguistiques. Pour les stoïciens en effet, se bien conduire, c'était vivre en accord avec la nature, et savoir, c'était avoir des idées conformes aux choses réelles de la nature. Donc ces idées sont, ou doivent être, à l'image de la nature. La langue était donc au centre de la philosophie stoïcienne, et plus particulièrement, de ce qu'ils appelaient la logique, qui comprenait aussi ce que nous appellerions l'épistémologie et la rhétorique, en même temps que la grammaire. Les Alexandrins ont poursuivi le travail des stoïciens, et c'est à Alexandrie qu'a été établie de façon définitive la première grammaire traditionnelle, telle qu'elle est connue aujourd'hui. La grammaire de Denis le Thrace, fin du IIe siècle avant Jésus-Christ, est la première description systématique et complète du monde occidental. La période romaine. Les grammairiens latins n'apportent pas de grandes innovations à la grammaire traditionnelle. Leurs préoccupations, notamment Varron 116 à 27 avant Jésus-Christ, consistent surtout à transposer les acquis de la description du grec, en les adaptant à leur langue, le latin, en tenant compte évidemment des différences entre les deux langues. Pour cette raison, l'Antiquité latine donne lieu à peu de découvertes importantes. Mais elle voit se développer un travail conséquent, de formalisation, à visée pédagogique, de description et d'exhaustivité. Exemple, l'Ars Grammatica de Donat IVe siècle ou l'Institution S Grammaticae de Priscien, 5e et 6e siècle. Ces deux ouvrages servaient de base à l'enseignement du latin littéraire classique, au Moyen Âge, et même de modèle, pour des grammaires de langue nationale. La période du Moyen Âge. Les grammaires prennent durant le Moyen Âge une tendance chrétienne. Le latin demeure l'objet privilégié de la description grammaticale, mais les exemples sont davantage puisés dans la Vulgate qui est la version latine de la Bible, ainsi que chez les auteurs classiques. Les grammaires de référence demeurent celles de Donat et de Priscien, ou du moins des adaptations de celles-ci. Le nom même de Donat finit par désigner les manuels de grammaire des langues vernaculaires, c'est-à-dire les langues effectivement parlées dans les pays. D'ailleurs, celles-ci commencent à faire l'objet de tentatives de description, dont on donnera quelques exemples. Le premier traité d'une langue d'Europe occidentale qui nous soit parvenu date du début du 7e siècle, et il s'agit d'une transposition au celte de la terminologie latine. Les réflexions sur la langue restent dans une large mesure soumises à la philosophie. La philosophie scolastique en particulier, qui reproche aux grammaires latines d'être exclusivement descriptives et de ne proposer aucune réflexion analytique et théorique. La Renaissance. La grammaire de Port-Royal. Les études de la langue française se sont développées au XVIe siècle, surtout des ouvrages à objectif pédagogique. Les grammairiens se sont efforcés de simplifier les règles de la langue. Malherbe se forcera de mettre de la discipline dans la langue française, en l'épurant de tout néologisme, d'archaïsme et de provincialisme régional. L'Académie française est fondée en 1635. La principale fonction de l'Académie française sera de travailler avec tout le soin possible à donner des règles à la langue française, à la rendre pure, éloquente et capable de traiter les arts et les sciences. L'art de bien parler devient à la mode en France. Les gens de la cour l'apprennent dans les livres de Vaugelas. Son livre célèbre remarque sur la langue française en 1640, une langue courtoise et agréable. C'est la langue normative qui est prépondérante. Découverte du sanskrit. Le sanskrit est une des grandes langues de l'Asie, parlée essentiellement en Inde. Son origine remonte à la plus haute antiquité.
Son usage, bien qu'en déclin, s'est poursuivi pendant l'ère chrétienne, il continuait à être parlé par les lettrés, comme une seconde langue. Aujourd'hui encore, c'est l'une des 15 langues officielles de l'Inde, une langue de culte et d'enseignement. Le premier document connu en sanskrit remonte au XIXe siècle avant Jésus-Christ, c'est le Veda, une anthologie d'hymnes religieux. La langue sanskrite a été décrite et fixée par Panini, celui qui fut sans doute le premier grammairien connu de l'humanité, que l'on situe à peu près au 5e siècle avant Jésus-Christ, dans le but de préserver le texte védique de la corruption. L'indo-européen. Les études comparées entre le sanskrit et les langues européennes de l'époque visent à la reconstitution d'une langue mère, commune à ces langues, l'indo-européen. Il s'agit de la famille linguistique la plus importante du monde, avec 3 milliards de locuteurs, mais aussi l'ancêtre supposé de toutes les langues européennes. Le proto-indo-européen va donner naissance au sanskrit, au grec, au latin et ses déclinaisons, dont le français, aux langues germaniques, dont l'anglais, aux langues slaves, et d'autres encore. Une seule famille, qui remonte à 6000 ans, pour toutes ces langues, si familières, mais aux apparences si différentes. L'origine du foyer d'émergence de cette langue reste encore très controversée. La grammaire comparée ou études historiques. Le 2 février 1786, William Jones, 1746 à 1794, de la Compagnie des Indes orientales, fait devant la Société royale d'Asie, un discours dans lequel il établit la parenté du sanskrit avec le latin, le grec et les langues germaniques. Cette date est souvent associée à la naissance de la grammaire comparée et historique. Des textes sanscrits sont parvenus en Europe dès le XVIe siècle, et si aucune étude comparative n'a jamais été menée jusque-là, des ressemblances entre le sanskrit et des langues européennes sont perçues, dès 1768. Répertorier les langues et les classer, en vue de les comparer, telle est la nouvelle mission de la grammaire comparée. Une étape importante, que l'on peut situer vers la fin du XVIIIe siècle, fut de chercher à les regrouper à partir d'origines communes, et c'est dans ce contexte que le discours de Jones prend toute son importance. Une autre étape majeure au début du XIXe siècle fut de proposer une comparaison des langues, fondée sur leur structure grammaticale, ou recherche de la langue mère, et c'est dans ce cadre que Humboldt, 1767 à 1835, et Schlegel, 1772 à 1829, qui est le premier à parler de grammaire comparée, propose une typologie des langues, fondée sur leur structure. Une étape décisive est franchie, grâce au Danois, Rasmus Rask, 1787 à 1832, et grâce aux Allemands, Franz Bopp, 1791 à 1861, Jacob Grimm, 1785 à 1863, et August Schleicher, 1821 à 1868. Rasmus Rask, 1787 à 1832. En 1814, Rask rédige un mémoire intitulé « Investigation sur l'origine du vieux norrois ou islandais » qui n'est publié que 4 années plus tard. Il y étudie les relations entre l'islandais, les langues scandinaves et germaniques, le grec, le latin, le lituanien, le slave et l'arménien. Les comparaisons reposent principalement sur des critères grammaticaux, mais il estime qu'on peut s'intéresser au vocabulaire de façon secondaire, et c'est en cela que sa contribution est essentielle. S'intéressant aux changements de lettres et aux transformations phoniques, il évoque la nécessité d'établir des correspondances, c'est-à-dire des règles de passage d'une langue à l'autre. La comparaison n'est plus seulement grammaticale, mais lexicale et phonique, et, pour être scientifiquement valide, elle doit se doter d'une méthodologie rigoureuse. Franz Bopp, 1791 à 1861. Bopp publie en 1816 son mémoire sur « Le système de conjugaison du sanskrit », comparé à celui du grec, du latin, du perse et du germanique, dans lequel il confronte les formes grammaticales, en particulier les désinences, de plusieurs langues indo-européennes.
dans ce mémoire comme dans les travaux qui suivront, l'ambition est de décrire et de comparer les langues indo-européennes, mais aussi de remonter à un état originel, qui serait l'indo-européen langue mère. Les changements phonétiques, d'abord négligés, sont davantage pris en compte par la suite. Bopp estime qu'ils ne sont pas le fruit du hasard, mais que pour autant, ils ne sauraient pour la plupart être décrits au moyen de lois, qui observent une régularité absolue. La démarche de Bopp est exempte de préoccupations anthropologiques, mais elle demeure dans son ensemble plus typologique qu'historique. Jacob Grimm, 1785 à 1863. Jacob Grimm, dans sa Deutsche Grammatik, 1819, compare les langues, dans une perspective historique, fondée sur des critères morphologiques d'abord, phonétiques ensuite. Sous l'influence de Rask, il suit une démarche scientifique, en cherchant à établir des lois de changement, et non plus simplement de correspondance phonétique. August Schleicher, 1821 à 1868. August Schleicher s'appuie sur des lois de transformation phonétique systématisées par Grimm pour tenter de remonter à une hypothétique langue originelle. Placée sous l'influence du darwinisme, qui rayonne à l'époque sur la plupart des disciplines scientifiques, une langue naît, se développe, puis décline et meurt. Cette recherche le conduit à l'élaboration d'un arbre généalogique des langues, permettant de situer la famille indo-européenne par rapport à d'autres familles linguistiques. Désormais la phonétique est intégrée aux études comparatives. Les néogrammairiens. La fin du XIXe siècle voit l'apparition d'un courant formé à Leipzig par de jeunes linguistes sous le nom de néogrammairiens, appellation qui leur avait été donnée par mépris et qu'ils reprennent par orgueil. Ils protestent contre les lois de transformation formulées jusque-là notamment par Grimm, insuffisamment régulières à leurs yeux, compte tenu du nombre d'exceptions qu'elles admettent. Ils se donnent pour ambition d'établir des lois à caractère universel et immuable, par la prise en compte de nouveaux facteurs d'évolution, par exemple, le contact géographique entre langues. Ces orientations sont liées au développement de la dialectologie, science qui étudie les dialectes. Ils se coupent définitivement des théories darwiniennes et de l'influence romantique qui prédomine en Allemagne dans la première moitié du XIXe siècle, en rejetant toute démarche spéculative et en préférant travailler exclusivement à partir de données concrètes. Merci d'avoir suivi ce cours jusqu'à la fin. Le prochain cours a pour titre « Ferdinand de Saussure », première partie.